Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Futur Proche. Ici Dom, cofondateur de la communauté Futur Proche et du podcast du même nom que tu écoutes ou que tu regardes sur YouTube aujourd'hui. Aujourd'hui, on va débattre et discuter d'un sujet clé pour ce qu'on fait chez Futur Proche. C'est le sujet des communautés, hein, évidemment. C'est un sujet dont on n'a pas encore discuté de manière si frontale que ça sur le podcast. On l'avait fait un petit peu par le passé, mais pas de manière très fouillée. Donc, c'était important d'y consacrer un épisode entier. Donc, communauté, community, let grow, c'est tous les vocables et les acronymes et les concepts que vous voulez, et surtout la place de ces nouvelles dynamiques dans nos business aujourd'hui. En fait, cet épisode, c'est la suite d'un événement qu'on a fait en décembre dernier à l'occasion des 2 ans de Futur Proche qu'on a fait au Wagon à Paris. Et à cette occasion, on avait réuni 3 experts du community building à la française, si je puis dire. Faustine et Ambre qui sont ici. Et Sophie de Maison 1, 2, 3 qui a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui a participé aussi à cet event. Et on a été accueillis par Anne du Wagon pour un super event. Et le sujet était tellement intéressant, j'ai voulu prolonger cette table ronde en un épisode de podcast qu'on avait déjà fait 1h15, 1h20. Je voulais pas non plus une table ronde qui dure 3 heures, mais je me suis dit qu'il y avait de la matière pour aller plus loin. Et ce qui nous a réunis tous les 4 aujourd'hui. De quoi on va se parler? Vous l'avez compris, en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une boîte, il n'y a pas un secteur qui voudrait pas sa communauté. Mais en vrai, quand on regarde de manière très détaillée, et c'est ce dont on va se parler aujourd'hui avec Faustine, Anne et Ambre, il y en a peu qui comprennent ce qui se passe vraiment et comment ça marche et pourquoi ça marche. Parce qu'une communauté qui fonctionne, ça impacte aussi la boîte, sa manière d'évoluer. Parfois, ça déborde même de la société. Ça peut même aller transformer son activité, redéfinir la relation avec ses clients. Ça peut même changer l'orga, influencer la stratégie, des choses assez larges. C'est de ça dont on va parler avec mes invités qui ont connu ça aussi. Alors, ils vont nous le raconter d'une manière ou d'une autre. Peut-être d'un projet sur le côté, c'est devenu un axe majeur quand ça a évolué, etc., etc. Pour discuter de ça, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Faustine Rohr-Lacoste, qui est community lead chez Exa. Salut Faustine. Salut. Ambre Prigent, VP Market et Com de Crème de la Crème. Salut Ambre. Salut Dominique. Et Anne Dumas, Head of Market au Wagon. Salut Anne. Hello à tous. Merci à toutes les 3. On pense à Sophie, Sophie Lepeu qui a pas pu se joindre à nous, mais peut-être on fera un prochain épisode à ce sujet-là. C'est un sujet tellement dense qu'il y a de la matière. Allez, c'est parti. Ok, donc on va attaquer le sujet. Je vais pas faire original, mais je pense qu'il faut repartir un peu de l'origine aussi et de se dire comment le sujet de la communauté est venu au milieu d'une activité. Alors, il y a des boîtes, et on va en reparler, qui se sont montées autour de ce sujet-là avec un ADN. Et puis il y a des boîtes où c'est peut-être arrivé dans un deuxième temps. Je voudrais qu'on comprenne un petit peu ce moment de basculement-là et la place que ça a pris dans les boîtes que vous connaissez ou que vous avez connues. Par exemple, Faustine, je pense à toi pour commencer parce que tu es peut-être celle qui a l'expérience la plus longue, on va dire, à ce sujet-là aujourd'hui. Sur tes expériences passées et ce que vous faites aujourd'hui sur Exa, comment s'est placé le principe de créer une communauté ou d'avoir une communauté ou d'animer une communauté? C'était quoi un peu la genèse finalement de cette idée-là? C'était hyper différent du coup dans les différentes expériences. Donc au départ j'ai bossé chez Spendesk pendant 4 ans en 2017 et en 2018 on a lancé une communauté qui était pas du tout au cœur du projet à la base, et on a lancé une communauté parce qu'on a senti un besoin de la part de nos clients et de prospects d'interagir. Donc c'est vraiment plus un side project, un peu comme tu disais au départ, qui a commencé à prendre de l'ampleur en répondant à un besoin hyper identifié. Et pour Exa, qui est un startup studio, donc on crée des boîtes from scratch, la communauté fait vraiment partie intégrante de notre proposition de valeur. Donc c'était vraiment au cœur dès le départ. Ouais, donc tu as connu les deux contextes. Et quand tu disais chez Spendesk que c'est parti, c'était vraiment une demande ou un besoin qui a été formulé de dire on a besoin d'échanger entre nous, j'en sais rien, de se contacter, de créer des synergies? En fait, on a commencé à créer des événements de manière assez récurrente, et à ce moment-là, on s'est dit
qu'il y avait des super interactions lors de ces événements, mais que ça suffisait pas de se voir une fois tous les mois ou tous les mois et demi, et qu'il fallait rajouter une couche de offline. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il y a des événements, il y a une couche de offline avec une plateforme qui était Slack en l'occurrence. Et est-ce que toutes ces différentes initiatives, ça créerait pas une espèce de club, un groupe, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que ce serait une communauté. Donc c'est vraiment parti d'un besoin et d'échange avec des futurs membres du coup. Ouais, d'accord. Et c'est un peu ce que vous connaissez, Anne, au wagon finalement. Enfin, je sais pas si c'est plus ou moins le même type de scénario ou pas finalement. Ouais, c'est-à-dire que la communauté, elle n'a pas été désignée, elle a émergé d'elle-même. La jeunesse, c'était vraiment de rendre la tech accessible au plus grand nombre, ce qui n'était pas le cas dans les années 2010 quand le wagon est né. Donc au départ, on était une école de tech. C'était 9 semaines intensives, un curriculum, des profs. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était pas seulement une expérience intensive où on apprenait notamment à coder. C'était aussi une expérience humaine transformatrice. Et donc, le signal le plus fort, c'est un petit peu quand les alumni eux-mêmes ont commencé à vouloir prolonger cette expérience, revenir. Et on les invitait pas formellement. Il y avait évidemment les soirées quand ils étaient au bootcamp, mais c'est vrai qu'ils étaient heureux de revenir après leur bootcamp, que ce soit pour continuer en tant que formateur assistant ou pour tout simplement profiter des liens qui avaient été tissés. Pour aussi certains prolonger leur projet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a vu émerger une communauté d'entrepreneurs, donc avec un peu plus d'1 milliard de dollars levés. Donc forcément, ça crée aussi une visibilité. Tu veux dire des gens qui sont passés par le wagon, qui ont monté des boîtes, qui ont levé derrière, et vous vous êtes dit, en fait, il y a une filiation logique. D'accord. Exactement. C'est là où on s'est aussi rendu compte que notre communauté produisait des entrepreneurs. Donc le mot communauté a pu émerger à ce moment-là et de façon plus vaste depuis lors que juste avec des entrepreneurs, puisque les personnes traversent cette expérience qui est très forte, enfin puissante, et qui crée des liens. Aujourd'hui, dans les interviews que j'ai avec les alumni, certains sont toujours en contact avec des personnes de la cohorte d'il y a 4 ans, 5 ans. Vous pouvez regarder sur LinkedIn, d'autres viennent parce que en fait, ils sont sûrs de trouver grâce au nom Le Wagon. C'était le cas de Amisha qui disait oui, c'est bien connu en France, donc je choisis Le Wagon. Elle a fait le bootcamp Le Wagon à Tokyo et elle est aujourd'hui chez L'Oréal en France. Donc c'est des choses comme ça qui font que la communauté est en fait très forte. Ouais, c'est intéressant, et on reviendra sur cette histoire parce que je pense qu'il y a aussi un truc d'écoute et de connexion avec ses clients ou ses partenaires qui est ultra important dans le sujet. Ambre, chez Crème de la Crème, au final, ça a été plutôt central dans l'ADN, il me semble, de la boîte, même si toi, t'étais pas là, je crois, à l'origine, mais c'est plutôt l'autre côté du scénario qui a été connu, c'est de se dire, on veut en faire un actif de la société dès le début. Exactement. En fait, aujourd'hui, notre game changer, c'est vraiment la communauté. Au départ, elle a été perçue, comme un collectif de talents, un réseau d'experts. C'est vraiment ce qui nous permettait aujourd'hui, de créer l'ADN de Crème de la Crème. Mais assez vite, on s'est quand même rendu compte qu'on n'était pas seulement en train d'animer, juste des gens, quoi. On structurait vraiment un écosystème. Et clairement, le basculement, il arrive quand la communauté, elle commence à produire autre chose, en fait, que juste de la disponibilité ou de l'engagement. Elle produit, ça peut être de la recommandation, de la confiance, des retours terrain, de la réputation. Elle s'autorégule un peu toute seule, quoi. Et c'est là où, en fait, on a quelque chose de vraiment abouti. Et puis après, on a Crème Connect, que moi, j'ai créé il y a 1 an, où là, on a voulu pousser la logique encore plus loin. On s'est dit, si on veut être au bon niveau de conversation aussi avec les entreprises, pas seulement avec les talents et les experts, il nous faut aussi créer un espace pour les décideurs. Voilà, pas simplement un canal de promo, parce que l'idée c'est pas d'aller promouvoir Crème de la Crème dans ce canal, mais plutôt un cadre d'échange entre pairs autour des sujets qui nous animent au quotidien, autour de l'IA, de la data, de la cyber, tous ces sujets qui sont clés aujourd'hui dans notre quotidien. Il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais pu faire si j'étais un vrai host d'émission, c'était de commencer par définir de quoi on parle, parce qu'évidemment, on se dit communauté, mais en fait, je pense que le vrai écueil qu'il y a aussi beaucoup, c'est à quel moment on définit une communauté qui n'est pas que de l'engagement.
C'est quoi votre définition, ou j'en sais rien si vous en avez une, mais peut-être pas une petite définition du dictionnaire non plus, mais c'est quoi vos critères ou vos éléments à partir du moment où on se dit, ok, une communauté, c'est ça. Est-ce qu'il y a 2, 3, 4 critères, j'en sais rien. Est-ce que vous avez un peu formalisé ça dans vos têtes ou dans votre manière de le raconter, vous toutes les trois? Ouais, chaud, c'est le bouche à oreille. S'il n'y a pas de bouche à oreille, je trouve que le sens communauté, il va lui manquer l'aspect authenticité. Au wagon, je Tu veux pense dire des gens qui que recommandent en disant, tiens, tu devrais aller ouais. regarder là-bas, c'est intéressant. Ouais, c'est probablement très lié au wagon, mais la communauté, on l'a pas montée de toutes pièces, elle s'est montée elle-même, et c'est le bouche à oreille qui l'a constituée en fait. Ouais, intéressant. Faustine, c'est quoi ton expérience là avec ce que t'as connu, toi? Tu saurais un peu aussi rajouter des critères sur ce que tu viens de dire? Je dirais, je vais pas sortir une définition, c'est pas mon fort, mais je dirais que c'est des personnes qui s'autoproclament membres. D'accord. Ce qui est un peu difficile, tu vois, parce que par nature, tu vas te dire, j'ai fait le wagon, c'est un membre, ou je suis chez Exas, je suis membre. Mais en fait, tant que lui-même le dit pas, ou l'affiche clairement, ou le met sur LinkedIn, comme tu pouvais suggérer tout à l'heure, Anne, je trouve que t'as pas encore débloqué le truc. D'accord, donc c'est vraiment votre position, c'est de dire c'est la posture du membre ou du je sais pas quoi, du participant à partir du moment où il se sent intégré à quelque chose qui le dépasse, quoi, ou de collectif ou de je sais pas quoi. Ok, ouais, donc il y a une espèce de démarche personnelle. Bah nous c'est ce qu'on a connu aussi chez Futur Proche. Alors c'est arrivé tout de suite, mais parce que ça a été monté comme ça aussi. Moi, si je peux juste partager ces petites anecdotes, ça arrivait au bout de quelques mois quand on m'a demandé des petits pins, là, des petits machins Futur Proche, quoi. Parce que les gens partaient en event et voulaient se reconnaître ou voulaient se connecter ou voulaient savoir qui était dedans et qui était pas dedans, des trucs comme ça, quoi. Et c'est vrai que du coup à ce moment-là, on se dit ok, bah il y a quelque chose qui existe, qui nous dépasse. Et bah du coup il faut s'en saisir, quoi. Et du coup c'est intéressant. Est-ce que vous êtes capable de définir un espèce de signal déclencheur, parce que on parle de bouche à oreille ou on parle de gens qui se sentent appartenir à quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit ok, bah c'est pas juste une audience qui est engagée, même si c'est pas encore hyper bien structuré avec des rituels, avec des rendez-vous, avec des outils, avec des plateformes, des machins. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit c'est quoi le signal déclencheur? Est-ce qu'il y a un volume? Est-ce qu'il y a, j'en sais rien, une fréquence de signaux? Moi, je dirais que le signal, c'est un peu quand le moment où, enfin, la communauté va commencer un peu à influencer la manière dont l'entreprise va penser, va se positionner, va se développer. Et elle va se dire, OK, il faut qu'on se positionne à ce niveau-là parce que ça intéresse la communauté. Il faut qu'on se développe sur tel et tel stack parce que ça intéresse la communauté. Moi, je dirais que le game changer, il vient plutôt à ce niveau-là. Ouais, c'est intéressant. Ouais, vas-y Anne. Je suis assez d'accord avec ça. C'est quand quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu ou orchestré est en train de naturellement s'imposer. Nous, je le mentionnais un tout petit peu tout à l'heure, mais typiquement les personnes qui ont envie de prolonger leur expérience, il y en a beaucoup, et dans les interviews que j'ai fait récemment, c'est aussi le cas. C'est des alumni qui ne veulent pas quitter ce qu'ils appellent la famille, le wagon. C'est une approche famille. Et ils deviennent teacher assistant. Ça leur permet de faire un autre bootcamp, en plus de confirmer aussi leurs acquis, parce que en expliquant, on est obligé d'être un step plus loin. Et ça, c'était pas forcément orchestré et ceux qui finissent même parmi le staff. C'est le cas d'un directeur de campus, par exemple, à Paris, qui a fait le bootcamp et qui aujourd'hui est dans le staff, qui a recruté dans son équipe une personne qui était aussi alumni, parce que en fait, les gens, une fois qu'ils ont fait l'expérience, ont ce sentiment d'appartenance, ils ont aimé, ils ont envie de rester. Mais parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent en fait je trouve pas ailleurs, et ils se disent qu'en fait ça occupe un spot qu'ils avaient pas ailleurs. C'est un peu ça le ressenti que tu as eu? Pas vraiment, parce que d'autres mots qui me viennent de la part d'alumni toujours, une journaliste en l'occurrence, c'était un cocon. En fait, pendant 9 semaines, c'est à la fois très dur, intensif, mais c'est aussi un cocon parce qu'il y a des liens humains qui se créent et donc de bienveillance. Puis ils se rendent compte aussi c'est un achievement personnel, parce que il y en a, là c'était une généticienne qui disait jamais j'aurais pensé créer ma console. Elle a fait le bootcamp data science, elle ressort, elle a créé sa console, c'était quelque chose de complètement mystique. En entrant, elle était presque surprise de se dire qu'en moins de 9 semaines, elle avait réussi ça. Donc il y a quelque chose de galvanisant au niveau de ce qui se passe aussi dans les prouesses. Ouais, en fait, c'est une expérience vécue
que les gens ont envie de prolonger différemment, mais de sentir de continuer d'avoir cette appartenance à quelque chose, quoi. En fait, c'est intéressant parce que je me dis, alors dans votre cas au wagon, je comprends le truc. Je pense que pour Crème de la Crème, ça a été peut-être plus challenging à un moment parce qu'en fait, la base étant de monter une marketplace de free, en fait, finalement, enfin avec un vivier très transactionnel par définition, donc c'est peut-être plus difficile encore d'arriver en fait parce que je dis dans le cadre d'une formation. En fait, faut l'animer, faut la structurer, faut montrer qu'à un moment donné, ils ont même plus besoin d'un head of community pour s'auto-animer tout seul, en fait. Les gens échangent sur des problématiques métiers, échangent entre eux. Typiquement, demain, ils ont un problème sur la migration d'un logiciel ou de data. Hop, ils vont partager leurs problématiques sur le Slack dans le groupe qui va bien. Et là, t'as 50 personnes qui vont répondre, ah bah oui, tiens, essaye ça, fais ci, fais ça. Et c'est ce qu'on voit aussi chez Futur Proche. Enfin, clairement, ça s'auto-anime seul au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire que les gens ont ce besoin d'aller partager leur expertise, leurs problématiques pour trouver tout de suite des solutions parce qu'ils savent que d'autres vivent la même chose qu'eux. Donc forcément, en fait, je pense que ce qui est difficile au départ, c'est de créer l'engouement, voilà. Mais une fois qu'il est créé, en fait, je pense que la sauce prend tout seul, quoi. Ouais, c'est de trouver une sorte de PMF à la sauce community finalement, quoi. Et je pense que quand tu mets tout le monde, les mêmes personnes au même endroit, qui les mêmes choses dans le milieu professionnel, forcément, en fait, ils partagent des choses qui leur sont propres et qui sont forcément propres à d'autres. Et c'était quoi sur ce sujet-là, là, chez Exa, quand ça a été créé? Parce que là, pour le coup, c'était vraiment au cœur de l'ADN de la société. C'était quoi le besoin, en fait? Est-ce que c'était quoi un besoin de deal flow, de networking, de je sais pas quoi? Enfin, c'est parti de quoi, en fait, le besoin de base? Parce que moi, le truc que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est en fait, ça se crée aussi un peu au-delà de ce que nous, on peut proposer, même s'il faut l'accompagner, le structurer, mais aussi parce qu'il y a un besoin qui existe. C'est ça la validation qu'on a d'une communauté ou pas, quoi. Donc, par exemple, chez toi, Faustine, c'était quoi le besoin exactement à la base, quoi? Je pense un peu comme on me disait, c'est du partage d'aventure. En fait, ils sont tous en première année de création de boîte. Et forcément, tu partages un peu tes galères, tes ressources, ce genre de choses. Sachant que Exa, quand ça a été créé, c'est créé à 15 ans. On créait peu de boîtes par an. On créait 1, 2 ou 3 boîtes par an, donc t'avais pas trop cet aspect communauté parce qu'en fait tu te croisais à peine. Aujourd'hui, on crée plutôt une dizaine de boîtes par an. Ça reste quand même sur du roulement, donc t'as pas cet effet de promo qui parfois est assez embêtante. Parfois, tu vois, t'as envie de te faire un événement de lancement, un truc de sortie, mais tu peux pas. Enfin, tu peux, mais ils sont pas. Il y en a qui est là depuis une semaine et un autre depuis 8 mois, donc c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Mais quand tu commences à avoir une petite masse critique, tu peux un peu plus cristalliser de sentiments de communauté. Donc en fait, le job communauté. Moi, je suis arrivée chez Exa il y a 3 ans et demi. Donc en fait, depuis 12 ans, ils savaient qu'en fait, ils avaient un asset qui existait et déjà tu avais des membres plutôt actifs, tu vois. Moi je trouvais que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment en fait tu as quelqu'un qui est un peu passif, il participe à des événements, tu vois, il est quand même là mais il propose pas ou spontanément il va pas poser des initiatives. Et là tu commences un peu plus à le voir quand tu commences à avoir une masse un peu critique, quoi. Non mais ça c'est intéressant. Et ces sujets-là, alors dans les boîtes où ça a été créé un peu by design finalement, c'est important, mais est-ce que vos boss ou la direction, les boards, je sais pas quoi, peu importe le nom que ça prend, est-ce que l'élément stratégique de ce sujet-là, il est perçu, il est compris, il vit dans le quotidien, dans leur tête, ou pas forcément? Alors j'imagine que ça dépend de l'historique du truc, mais c'est quoi la perception que vous avez de ce sujet-là? Allez-y, balancez, personne n'écoute. Non, mais en vrai, c'est important parce que évidemment, c'est consubstantiel de la capacité à pouvoir travailler, c'est d'avoir ce truc-là. Donc, comment il se place le sujet dans vos boîtes respectives? Chez Crème de la Crème, c'est notre ADN. Donc, en fait, on en parle tout le temps. Pour toi, c'est plus facile. Voilà. Oui, mais par exemple, regarde, un sujet intéressant sur la création du nouveau réseau. Parce qu'on pourrait se dire, OK, on a une commune free, on va pas aller se faire chier, à aller créer un réseau avec des décideurs qui sont encore moins faciles à capter, un peu passifs. Et, parce que bon, c'est ça la réalité de ce profil-là aussi, c'est que c'est plus difficile, en fait, à aller les capter. On pourrait très bien se dire, c'est trop de ressources, c'est trop chronophage, tu vois. Donc,
il faut quand même y croire plus quoi, pour double down et remettre une couche en disant on crée un deuxième réseau, quoi. Ouais, je suis d'accord, faut y croire, mais quand je vois aujourd'hui au bout d'un an ce que ça donne, on est tous très contents chez Crème de la Crème d'y avoir cru et d'avoir mis tous nos efforts là-dessus, une grosse partie de nos efforts. Aujourd'hui, clairement, Crème Connect, ça nous permet d'échanger régulièrement avec des décideurs où on va du coup capter beaucoup plus vite les sujets qui montent, les signaux faibles, les sujets qui sont plutôt irritants et leurs besoins en fait. Ce qui nous permet nous d'aller derrière chercher les experts qui font partie de la communauté pour aller répondre à des enjeux clients, business, des enjeux de transfo, sur des métiers qui peuvent être en perdition, notamment sur la cyber, où tu as énormément de profils qui s'expatrient à l'étranger. Tu vois, c'est hyper dur aujourd'hui de trouver des bons profils en cybersécurité. Et aujourd'hui, Crème de la Crème a ce vivier de compétences-là, ce qui nous permet de répondre à des clients encore plus exigeants. Crème Connect nous apporte aussi cette visibilité-là. Ouais, en tout cas, moi, je l'ai compris tout de suite en arrivant chez Crème. Quand j'ai vu la communauté de près de 50 000 personnes chez Crème de la Crème, je me suis dit mais pourquoi on lance pas la partie C-level quoi. Et justement, on fait le pont entre les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des experts freelance, on a des experts qui sont potentiellement des prospects ou des clients demain, ou qui sont déjà des clients de chez Crème de la Crème. Mais les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on monte des événements avec les freelances de chez Crème de la Crème et avec les membres de la communauté Crème Connect. Anne, Faustine, est-ce que sur ce sujet-là, c'est quoi la position des boss de vos boîtes, la respective? Est-ce que c'est au cœur aujourd'hui de la stratégie ou de leur manière de penser leur boîte? Je pense que ça l'est. Spendesk, en l'occurrence, au départ, c'était un peu un side, mais c'était un side où vraiment le boss me faisait entièrement confiance parce que je suis tout de suite, moi, montée sur le projet. Donc, ça faisait quand même un ETP en moins alors qu'on était 15. Et puis après, l'équipe a pas mal grossi. Donc, c'était un peu pour lui, pour Rodolphe, c'était un peu, en fait, il est convaincu que ça va marcher, qu'il y a un truc, qu'il y a un asset, mais il a pas forcément, il pense que ça va marcher, mais il n'avait pas forcément le endgame ou la vision ou le comment ou le pourquoi. Il était assez convaincu que créer un cercle de confiance auprès de notre audience 6 était hyper importante. Donc c'est vraiment beaucoup de soutien, mais pas forcément le concret derrière, ce qui était trop bien, qui donnait plein de liberté aussi. Et j'ai envie de te dire, chez Exa, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, notre communauté clé, celle qu'on active vraiment, qui est celle des fondateurs, donc qui sont aussi bien dans le studio que ceux qui sont sortis, c'est un asset de ouf. Pourquoi ? Parce que les 3/4 des prochains entrepreneurs qui vont venir chez nous, soit c'est parce que un des fondateurs leur a parlé proactivement de nous, soit dans tous les cas, ils sont forcément dans les process de recrutement. Donc ça soit, tu vois, le point de source ou le point de validation pour un futur fondateur, on sait que c'est clé, mais le comment vraiment l'activer pour en faire une clé d'acquisition, de fidélisation, ça c'est un peu plus dur. Ouais, bien sûr. Et sur ce sujet-là, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'était de voir un peu l'impact que peut avoir une communauté sur une trajectoire de boîte. Et je pensais par exemple à nos wagons. Est-ce que le sujet de se dire, il faut qu'on formalise ou qu'on structure cette approche un peu communauté d'une manière ou d'une autre, est-ce que ça change un peu ce que vous vendez? C'est-à-dire concrètement, jusqu'à récemment, les gens viennent au wagon pour se former, apprendre à coder, je sais pas quoi. Ok, très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois aussi, et peut-être dans ce que tu as vu, les échanges, tu vois aussi des gens qui viennent aussi pour le réseau ou pour est-ce que c'est ce que j'appelle un peu l'évolution sur la partie vraiment produit finalement, quoi. Est-ce que tu t'as vu cette translation-là déjà? Oui, aujourd'hui, on vend pas seulement un bootcamp, on vend une porte d'entrée dans un réseau d'alumni, dans un réseau qui est mondial. Et on entend justement toujours là, c'en est une autre personne qui me disait encore, Alexandre, lui en fait, il a été recruté chez Revolut, son boss connaissait le wagon, il a fait le wagon, ça facilite aussi ce type de post bootcamp pour eux. Oui, comme ce qui est une école classique, on va dire. Enfin, c'est le fonctionnement d'une école aujourd'hui, beaucoup. En tout cas, ça marche aussi pas mal. Quand ça marche. Quand ça marche. Exactement. Après, sur le produit, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, by design, nous, nos profs sont immergés dans le monde professionnel. Donc, il y a quelque chose qui se répond parce qu'on est en évolution permanente. En fait, le produit est en itération permanente après chaque cohorte.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'activité For Business, tout à l'heure, Ambre, tu parlais donc de Crème Connect avec les décideurs versus votre autre communauté. Il y a un peu ce design-là côté Le Wagon, dans le sens où notre ADN, c'est l'humain et la pratique, puisque la pédagogie est faite de façon hands-on et les personnes sont en buddy. Ce qui est intéressant, c'est que côté For Business, on a aussi cherché à recréer à travers des événements entre décideurs, à permettre, nous, d'échanger avec eux pour comprendre leurs problématiques et pouvoir toujours mieux les accompagner, mais aussi leur donner un espace intime. C'est-à-dire qu'en général, c'était des événements à taille très humaine pour justement leur permettre de parler des vrais problèmes sans se sentir jugé ou quoi que ce soit. C'était un vrai échange de bonnes pratiques entre pairs de différentes boîtes, parce que on assiste à une transformation quand même autour de la data, autour de bien sûr avec l'IA qui vient d'arriver. Et en ça, c'est intéressant parce que les deux communautés n'ont rien à voir, mais en même temps, il y a cette forme d'ADN, Le Wagon, qui ressurgit dans chacune. Moi, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Dominique, je dirais que quand tu es une entreprise et que tu prends véritablement au sérieux ton sujet de communauté, en fait, tu peux pas la traiter comme un axe un peu sujet périphérique, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça oblige clairement à mettre en place des nouveaux rituels, des nouveaux formats, des nouvelles compétences. Il faut pouvoir animer ta communauté, mais aussi l'écouter, produire du contenu, faire remonter des insights, transformer des échanges en quelque chose de concret. Et forcément, pour moi, tout ça, ça va aussi changer le rapport que tu vas avoir en interne avec toutes les équipes. C'est-à-dire que comment tu travailles avec le marketing, avec les sales, avec ta direction, avec ton produit. Honnêtement, je pense que les communautés deviennent, si elles sont vraiment structurantes, un sujet transversal en fait sur tous les métiers de la boîte. C'est-à-dire que tu peux pas uniquement te dire tiens, on a une communauté, elle est là, elle vit toute seule. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ton sales, il va réfléchir communauté, ta direction, faut qu'elle réfléchisse communauté, le marketing et la com, faut que ça réfléchisse communauté. En fait, au bout d'un moment, tout tourne autour de ça, quoi. Si je peux rajouter sur ce que tu dis, Ambre, je trouve ça assez vrai. En fait, la communauté force le produit un peu à rester pertinent quelque part, puisque c'est eux qui ont les retours les plus frais dans ce qu'ils vivent. Nous, il y a aussi cette dimension où il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire que sur les campus, il y a des membres du staff et des apprenants. Donc, on se parle. Donc, les remontées sont immédiates. Et après, avec tous les partages aussi qui se créent, que ce soit sur les réseaux ou à travers aussi les retours un petit peu plus formalisés qu'ils nous partagent après le bootcamp, ça nous permet d'itérer. Justement, je parlais d'itération, ça vient vraiment de la communauté, donc elle forge aussi le produit. On voit aussi l'évolution de nos personas, si je peux les appeler comme ça, les personnes qui venaient se frotter au monde de la tech il y a 10 ans, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui, parce que il y a 10 ans, c'est les personnes qui voulaient en faire leur cœur de métier. Aujourd'hui, vous êtes bien placés pour le savoir, on échange beaucoup dans Futur Proche nos outils, nos tips et tout. La tech, tout le monde s'y intéresse. Et il y a une démocratisation des sujets. J'ai quelqu'un de ma famille qui est allé, je crois, au Wagon il y a quelques mois, mais qui vient pas du tout de ce secteur-là, par exemple, qui a voulu ouvrir un secteur, une connaissance de quelque chose, en fait, effectivement, comme ce que tu es en train de raconter, quoi. Donc oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette volonté d'en faire une brique en plus, personnelle, culturelle, sur ces sujets-là, quoi. Il y a un sujet connecté à ce que vous expliquez qui est aussi un écueil. Alors, sur ce que tu disais, Ambre, évidemment, je pense que les communautés qui fonctionnent pas, c'est juste parce que c'est trop périphérique par rapport au cœur de ce qu'est la boîte aujourd'hui et que c'est pas assez pris au sérieux, comme tu dis. Ça, je pense que c'est le sujet sur lequel on peut être tous d'accord. Et l'autre point, en fait, qui est important pour moi, c'est est-ce que vous avez déjà réussi à quantifier un peu d'un point de vue acquisition, finalement, ce que ça vous fait économiser ou pas? Alors, c'est un sujet qui est très complexe et je pense que c'est impossible d'avoir des certitudes, mais on parlait tout à l'heure de bouche à oreille, de référol, de preuve sociale, de ce qu'on veut. Est-ce que ce truc-là, vous êtes arrivé à devoir... Faucine, par exemple, toi qui a développé chez Spendesk, puis chez Exa, donc tu as connu des réalités, des contextes un peu différents. Est-ce que tu t'es retrouvé à devoir justifier ça d'une manière ou d'une autre, ou pas? Et est-ce que pour toi-même, d'un point de vue juste performance de ce qu'on fait, est-ce que tu es en capacité de le quantifier, en fait, ce sujet-là? Parce que je me dis, c'est évidemment le premier écueil auquel on pense. Si on n'arrive pas à justifier un minimum ça,
peut se retrouver un peu le dos au mur en disant merde, comment j'arrive à justifier ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as travaillé? Ouais, c'est un sujet qui est hyper difficile à traquer. Chez Spendesk, au départ, c'était vraiment, comme je disais, une histoire d'image de marque et de brand awareness. Donc forcément, ça, c'est le sujet qui est le plus impossible à traquer ever, mis à part un peu le bouche à oreille que tu vas récolter quand tu as ton membre qui remplit son petit formulaire d'application et qui dit comment est-ce que tu as entendu parler de nous, bouche à oreille, super. Et nous, en revanche, quand on a vraiment commencé à sentir que la communauté pouvait être un play d'acquisition assez intéressant pour Spendesk, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à mettre beaucoup plus de tracking en place. Donc, on l'a fait au bout de 2 ans et quelques de la création de la communauté, quand on commençait à avoir une masse importante. Et à ce moment-là, on voulait savoir est-ce que il y avait quel était le lien entre le fait d'être membre de la communauté et le fait d'être client ou pas chez Spendesk. Et du coup, là, on s'est rendu compte que le fait d'être membre de la communauté, ça voulait dire que si tu rentrais dans un process de sales, on te closait beaucoup plus rapidement. Tu avais aussi des effets inverses, par exemple, qu'un client avait plus de chances d'être membre, oui, mais en général, il est quand même vachement plus satisfait quand il était membre de la communauté qu'un client qui était pas membre de la communauté. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que juste le fait d'être membre, il était moins chiant, quoi. Si je résume un peu comme ça, quoi. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que en fait, ils sentaient vraiment que tu avais un accompagnement 360, aussi bien outils que problématiques métiers, ou est-ce que simplement c'est qu'en fait, tu avais un peu ton meilleur ICP dans les deux, c'est possible aussi, mais tu avais quand même une corrélation assez positive. Et là, en l'occurrence, chez Exa, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, après, tu as plein de cercles et de communautés actives, mais par rapport aux fondateurs, c'est vraiment de se dire... combien de fois des fondateurs nous recommandent de manière spontanée et nous font des intros à des potentiels fondateurs. Ça, c'est une KPI qu'on traque pas mal. Est-ce que ce profil recommandé a plus de chances finalement de nous rejoindre à la fin, et le nombre d'interactions qu'un profil a eu avec des fondateurs dans son process de recrutement. Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment des trackings de data un peu intermédiaires, mais qui permettent quand même de valoriser finalement l'activité un peu au global de ce qui se passe. Ouais. Vous avez un peu ces trucs-là, Ambre, chez vous? Vous avez un peu ce genre de alors, sur Crème de la Crème, évidemment. Ça fait 10 ans qu'on existe, donc si ça ne marchait pas, je sais pas, peut-être en fait ça marche par magie et on n'a pas besoin de savoir. non, on fait quand même 50 millions de chiffre d'affaires. Ça fait non, mais je parle vraiment d'aller traquer vraiment l'impact du sujet communauté, pas de l'activité business évidemment. Forcément, l'impact. Si aujourd'hui ta communauté elle est plus présente, même en termes de business, ça va se ressentir. C'est-à-dire que c'est lié. Chez Crème de la Crème, c'est lié. Si je dois plutôt parler de Crème Connect, là c'est plus compliqué. Je dirais le temps que restent les membres, parce que t'as des gens qui en ont marre et qui se désinscrivent, voilà. Heureusement peu, mais il y en a. Et donc là, tu te dis, ok, à partir du moment où la personne se désinscrit, c'est que ça ne l'intéresse pas. Donc, est-ce que t'es légitime ou pas à continuer? Voilà, ça c'est la première question que tu vas te poser. Et pour moi, c'est une manière aussi d'avoir du ROI et de se dire ok, en fait tout ce que je fais au quotidien, est-ce que ça a de l'impact ou pas? Les gens restent, ça c'est la première chose. Quand j'utilise mon super outil d'emailing ou de choses comme ça et que je vois que personne ne se désinscrit, là aussi c'est une petite victoire. C'est une grande victoire même, j'ai envie de te dire, parce qu'ils sont tellement sursollicités qu'à un moment donné, en fait, quand tu les sollicites par mail, ils peuvent se désinscrire et se dire ok, j'en ai marre, j'arrête quoi. Elle m'envoie trop de mails, stop. Et hop, ils se désinscrivent. Donc ça aussi, c'est de se dire ok, depuis que Crème Connect existe, personne s'est désinscrit de la newsletter ou des mails que je renvoie. Donc ça, c'est aussi une petite victoire. Et puis après, il y a le côté aussi que tu ne peux pas mesurer, c'est la notoriété. C'est en fait quand ils parlent de toi, quand tu sais pas ça, t'es pas avec eux, donc tu sais pas vraiment s'ils parlent de toi à leur père, etc. Mais il y a quand même ce côté cooptation, c'est-à-dire que dès que j'ai un nouveau profil qui s'inscrit et qui me note les personnes qui l'ont coopté, là je me dis ah tiens, c'est telle ou telle personne qui est membre qui l'a coopté, donc c'est qu'il y voit un intérêt. Ouais. Ou qui me recommande un speaker sur un événement, tu vois. Ça pour moi c'est un élément de base, tu vois. Je vois chez Futur Proche, moi la moitié des inscrits c'est de la cooptation en fait, et du coup même peut-être un peu plus, peut-être même 60% en fait aujourd'hui. Ce qui me fait me dire deux choses, c'est que
les gens qui y sont trouvent que ça leur amène des choses et suffisamment pour aller le recommander derrière. Et j'ai des serial recommandeurs, quoi. Enfin, je sais pas comment je les appellerais. Ou si je faisais le bilan. Moi, j'ai été recommandée sur Futur Proche. C'était sur un salon. On est venu me voir sur mon stand et on m'a dit non mais tu bosses dans la com, dans le market. Attends, tu me connais pas. Ça, sur un salon. C'est pas nous, hein. On n'en est pas là encore à faire. Je peux te dire qu'il est membre de Futur Proche et est venu me voir. Il m'a dit, tu connais pas Futur Proche? Incroyable, ça va te changer la vie. J'en ai plein des histoires comme ça. Les gens m'écrivent parfois pour me raconter des trucs assez drôles de ce type-là. Je trouve ça assez marrant. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est des bons indicateurs pour revenir au sujet un peu sérieusement. C'est de se dire effectivement, est-ce qu'il y a des choses un peu entre les lignes qui te permettent d'aller souligner un peu ce sujet-là. En fait, le point aussi que je trouve qui est consubstantiel à tout ça, c'est et peut-être Anne, c'est peut-être le moment où vous êtes aussi avec le wagon aujourd'hui, c'est est-ce que le sujet communauté, finalement, il a déjà influencé des décisions vraiment stratégiques sur la boîte, genre de se dire, OK, en fait, faut qu'on pivote un peu, ou j'en sais rien, faut qu'on développe dans telle direction, ou dans telle géographie, ou le positionnement, il faut qu'on le... Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, de passer vraiment du bootcamp à quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui, est-ce que ça s'est pris, une décision qui a été prise en board, ou je sais pas quoi, ou est-ce que ça se fait un peu naturellement? Est-ce qu'il y a eu ce genre d'influence du sujet à l'interne? Bien sûr, on tient compte de ce qu'on observe pour orienter, par exemple, les bootcamps au niveau des nouveaux contenus qu'on va y orchestrer. Maintenant, pour revenir sur la question un peu aussi des KPI, ce qui est très révélateur, c'est tout ce qui est direct traffic et ce qui va être organique versus paid. Je sais pas pour vous ce que ça représente, mais si je regarde notre quarter, c'est plus de 75%, probablement plus de 80%, c'est de l'organique. Ça veut dire qu'il y a une dimension très active au niveau des membres. Donc ça, c'est assez intéressant à suivre. Après, il y a évidemment toute la partie qualitative. Sur ce que tu cites, au niveau des décisions, écoute, ça a déjà été de contribuer à implémenter des membres qui sont issus de nos bootcamps. Ça, c'est quelque chose qui est qu'on retrouve assez fréquemment. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la communauté B2C peut influencer la communauté B2B et vice versa, dans le sens où en fait, c'est des communautés qui fonctionnent ensemble. Donc, ce business orienté corporate qui est né plus récemment vient apporter aussi c'est un peu avant-gardiste puisqu'ils ont des problématiques business, métier, qui nous permettent d'être découverts, et donc on va aussi orienter nos bootcamps pour permettre B2C. Ouais, vous servez de ces insights marché en fait finalement en disant en fait c'est la meilleure étude de marché possible, elle vient de là quoi. Aussi, exactement, ouais. Spendesk et tout ce qui va être retour, tu vois, quand il parlait des outils que j'utilisais, c'était intéressant d'un point de vue roadmap produit, en disant c'est quoi les intégrations qui sont importantes, qui sont intéressantes. Donc d'un point de vue produit, je suis d'accord, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est un truc, je trouve, dont on parle pas assez quand on parle de communauté, c'est ce sujet-là, parce que finalement, la création de valeur, elle est quand même énorme, parce que si tu te bases sur le temps nécessaire, le travail à faire pour aller trouver de l'insight terrain, l'insight marché, là, t'as des gens qui sont dispo, qui sont volontaires pour être là, qui te recommandent, qui ont plaisir le matin. Donc ça, typiquement, je trouve que c'est un élément d'un point de vue valorisation du travail, qui pour moi est ultra puissant, et que je trouve que je vois pas assez mis en avant dans les sujets communautés de manière générale, et typiquement là ce que vous dites, je trouve que c'est hyper important, et du coup Faucine, est-ce que tu as eu toi aussi ce truc là où en fait la communauté à un moment donné a influencé la boîte, son activité, son orientation, j'en sais rien, sa trajectoire, ce genre de choses? Pour Spendesk, je te dirais vraiment produit. Est-ce que d'un point de vue business, ça a changé quelque chose? Ça a changé pas mal notre strat marketing, forcément, tu vois. On mettait beaucoup plus en avant nos membres, on avait beaucoup plus, comme tu disais, de matière pour faire du contenu, des événements et ce genre de choses. D'un point de vue vraiment, tu vois, expansion géographique, je pense pas. Ce qui était intéressant en revanche, c'est que quand on commençait à attaquer un nouveau marché pour Spendesk, on se disait il faut lancer une communauté, ou parfois on lançait la communauté en amont de lancer l'activité Spendesk. Donc, tu avais quand même les deux qui suivaient à chaque fois en se disant, quand on nous connaît pas dans un marché, ce qui était un peu le cas de l'Allemagne quand s'y attaquait, c'était cool de rentrer par la communauté dans le marché. Donc ça, c'est intéressant. Et chez Exa, c'est une mécanique qui est quand même bien différente.
Le troisième point que je voulais qu'on aborde un peu, c'est ce qu'on raconte moins, c'est les difficultés, les limites qu'on peut avoir sur ces sujets-là, parce que là on vient de se parler aussi de ce que ça pouvait nous apporter. On a brossé un peu le truc rapidement, mais je pense que, et vous le savez mieux que moi encore, que animer ces activités-là, c'est toujours un peu complexe. Il y a pas mal de problématiques. En fait, le premier point qui m'intéresse là-dessus, c'est quoi le revers de la médaille? Alors, au-delà du fait que ça demande du temps et de l'argent, parce que bon, ça c'est le travail, on va dire, mais le revers de la médaille de manière plus concrète, est-ce que vos communautés respectives, ça vous a déjà posé un vrai problème? Est-ce qu'il y a eu des problématiques associées que vous aviez sous-estimées ou des choses qui sont vraiment des difficultés récurrentes? Est-ce que ça amène ce genre de volet-là? Je sais pas, Ambre, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit en fait sur ce sujet? C'est quoi un peu le revers de la médaille quand même d'avoir ce type d'activité-là dans une boîte? Je sais pas s'il y a, là comme ça, il y a rien qui me vient en tête où je me dis ah tiens ça ça nous est revenu, etc. Non, moi je dirais que le premier risque un petit peu c'est de vouloir un peu tuer la magie du en gros, ça vit tout seul, c'est-à-dire que tu as tendance à vouloir animer ta communauté, donc tu vas un peu trop industrialiser, mettre en place des automatismes. Voilà, moi je pense qu'une communauté, pour qu'elle fonctionne, faut qu'elle repose essentiellement sur la confiance, sur la proximité, tu vois, et le niveau d'attention que tu vas lui donner. Si tu commences à tout automatiser, en fait, tu perds cette spontanéité, cette valeur que tu vas donner au quotidien. Donc c'est vrai que chez Crème de la Crème, autant chez Crème de la Crème que chez Crème Connect, il y a très peu d'automatisation, tu vois, c'est-à-dire que sur Slack, on a un head of community qui va répondre, qui va prendre le temps on n'a pas d'IA, c'est-à-dire que dans notre Slack, t'as pas d'IA. Autant dans notre match. Il y a pas d'IA chez Crème de la Crème. Si. Wow. Il y a de l'IA dans le matching. Tu vois, dans notre outil de sur matching. La partie free. Voilà, sur la partie freelance, t'as du matching, c'est-à-dire qu'on récupère un besoin client, on le met dans notre outil et hop, on match, etc. Là, il y a une vraie IA. Mais au quotidien, pour animer les deux communautés, que ce soit Crème Connect ou Crème de la Crème, tu n'as pas d'IA, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui répondent, qui prennent le temps et qui... moi, j'ai des mails, à part quand je fais mes newsletters, c'est des mails one-one, quoi. Je prends le temps de les écrire, surtout côté C-level, c'est-à-dire que ils reçoivent tellement de mails, tellement d'informations, ils sont tellement sursollicités. Si à un moment donné, la plupart des membres, ils me répondent même pas si je leur envoie une newsletter ou une invitation. Alors que si je prends le temps d'ouvrir mon mail, de dire bonjour Romain, j'espère que tu vas bien. Tiens, on organise un dîner telle date. J'ai pensé à toi parce que le sujet patati patata. Ah bah là, à 99%, j'ai une réponse. Voilà. On salue Romain. Merci de répondre. C'est gentil. Non, mais c'est intéressant ce que tu racontes parce que d'arriver à garder. Alors, je pense que c'est pas possible. Je pense notamment, quand t'es dans les volumes type Spendesk ou quoi, où évidemment, là, tu peux pas forcément garder ça, puis c'est peut-être pas exactement la même logique, mais évidemment, garder ce côté artisanal, on va dire, avec l'human touch, c'est presque indispensable dans une communauté, j'ai l'impression, mais c'est compliqué d'un point de vue modèle, j'imagine, à garder. Anne, t'as vu un peu des revers de la médaille ou des choses qui sont vraiment des problématiques qui ont émergé, qui n'étaient pas attendues? Je dirais pas un revers de la médaille, mais le risque numéro 1, c'est la standardisation ou l'inégalité dans les expériences. Typiquement, quand le wagon a scalé et qu'il est passé de quelques campus à un moment plus de 40 campus aux 4 coins du monde, effectivement, d'avoir une expérience qui soit aussi bonne à Tokyo qu'au Brésil ou à Dubaï, c'est comment on fait? Finalement, ça passe beaucoup par cette discipline un peu organisationnelle qu'il y a au niveau des bootcamps et cette pédagogie, parce que tout est parti aussi de la pédagogie, évidemment, où les gens ont ce lien, ils survivent à ces 9 semaines et c'est l'humain qui est révélé à travers la collaboration dans la pratique lors du bootcamp qui fait que ça opère. Mais on peut pas standardiser ça non plus. Donc c'est ça le risque. Et je pense que ça pose le problème, Faucine, que tu as dû rencontrer, en fait, de scaler une communauté sans la tuer, quoi, finalement. Je trouve que c'est vraiment le cœur. Et moi, c'est une question qui m'interroge pas mal, vu qu'on en est un peu là avec Futur Proche aussi. C'est à quel moment, en fait, on arrive à construire une brique différente qui fonctionne un petit peu différemment, tout en gardant ce que tu disais, Ambre, tout à l'heure, la magie, ou en tout cas, le quelque chose qui fait que les gens sont là. Donc, ma question, Faustine, toi, qui es une experte chevronnée du sujet, c'est est-ce possible de scaler sans
altérer ce truc-là trop? Parce que en gros, tout le monde va dire oui, mais dans la réalité, comment on fait en fait ça? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, ou je pense qu'il faut que tu sursegmentes ou que tu commences à proposer d'autres offres. Mais en gros, ta communauté, quand t'as 300, 400 personnes qui se connaissent, qui sont tous venus à un événement à Paris ou autre, et ta communauté avec 5000 membres dispatchés dans le pays entier, tu peux pas estimer qu'elles fonctionnent pareil, ils se sont pas rencontrés, ils ont pas forcément la même problématique, ils parlent pas la même langue, ils sont pas sur le même fuseau horaire, et même toi, tu les connais pas tous. Donc en fait, factise que ta proposition est pas la même. Après, ils peuvent très bien eux-mêmes se sentir part de la communauté, mais toi, tu vois bien que les interactions entre les membres ou tes interactions avec eux sont plus du tout les mêmes. Après, donc moi, ça te fait évoluer ton modèle par définition, quoi. Ouais, ton modèle évolue vachement, et après, les communautés qui marchent, les communautés qui vont se réinventer, qui vont commencer à avoir une partie un peu premium, quitte à ce qu'elle soit payante, créer vraiment des sous-groupes, et là, tu retrouves un peu le côté embryonnaire de la communauté quand tu l'avais lancée. Moi, je trouve que la magie des communautés, elle est au départ. J'avoue. Donc il faut juste lancer et après laisser mourir et relancer derrière. Oui. Je trouve que t'as vraiment deux phases. T'as vraiment la phase de lancement qui à la limite est pas évidente, mais au moins t'as plein d'initiatives. La phase un peu de stabilisation d'engagement qui est chouette, parce que là tu sens que les membres y restent, ils stickent, et tu commences à rentrer dans des rituels et des routines. Et puis après, l'énorme challenge, c'est quand tu as des enjeux de scaling de ta communauté, notamment pour répondre à tes enjeux business. Bah là, tu rentres dans une phase où, c'est compliqué, quoi. Parce que tu en as forcément des anciens qui vont être un peu déçus parce que ils sont moins chouchoutés, ou ils sont moins au cœur, ou leur avis est moins important, parce que ils se sont un peu lassés finalement, parce que ça fait 5-6 ans qu'ils ont la communauté, c'est du vu et du revu. Et en même temps, t'as des mix entre des tout nouveaux membres qui te connaissent pas trop, mais qui sont pleins d'entrain, des anciens qui ont un peu fait le tour, mais en fait, qui te connaissent bien et qui sont des ambassadeurs. T'as vraiment des niveaux de maturité de membres qui sont hyper différents, et de les faire échanger, ça peut très bien marcher, comme ça peut un peu capoter, quoi. Et à quel moment sur ce sujet-là, parce que là, on se parle finalement de problématiques aussi de monétisation. Alors, dans le cas de Ambre et Anne, enfin même dans le cas de vous trois, peut-être que la monétisation est pas forcément au cœur du sujet stricto sensu, vu qu'en fait c'est au service d'une activité plus globale. Mais si on extrapole un peu au-delà de vos boîtes, à quel moment en fait on se dit, le membre peut se dire, je suis venu pour un truc, aujourd'hui il y a de la monétisation potentielle. Bon, on m'exploite peut-être un peu trop, quoi. Est-ce que, en fait, c'est comment on trouve un équilibre là-dedans? Parce que moi, c'est ce que je vois aussi beaucoup. Alors, peut-être c'est très franco-français, j'en sais rien, ou peut-être européen, peut-être qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont pas du tout cette problématique-là. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est un truc qu'on pourrait rencontrer, quoi. Se dire, je suis venu naïvement pour un truc, maintenant on me demande du blé pour aller faire des choses, mais j'avais rien demandé au début. Enfin, comment on gère ce truc-là, en fait, tout simplement? Est-ce que vous avez une réponse magique là-dessus? Moi, j'ai une réponse très courte. Nous, il n'y a pas de monétisation. La communauté, c'est la récompense, c'est pas le produit. C'est vraiment un modèle où, on vient de vivre une expérience, et donc, ça y est, on a franchi, on a partagé ça avec toutes les personnes qui ont, voilà. Il y a pas d'enjeu, de ce point de vue-là. Ouais, moi je dirais que faut toujours se dire que la valeur perçue pour les membres doit rester toujours supérieure à la valeur que la marque cherche à en tirer, en fait. C'est-à-dire que chez Crème Connect, pareil, il n'y a pas de monétisation. Moi aujourd'hui, l'intérêt de Crème Connect, c'est de faire en sorte que des personnes head of C-level puissent partager leur expérience et leur vision de leur métier. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Et puis ensuite sur Crème de la Crème, forcément, c'est-à-dire que c'est notre business model, donc t'as forcément de la monétisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on place des freelances en mission chez des clients. Bon, à un moment donné, si l'expert est en attente d'une mission, il va aller s'inscrire chez Crème de la Crème, mais pas que. C'est-à-dire qu'il va s'inscrire chez Crème de la Crème pour avoir une mission, mais pour aussi rencontrer d'autres personnes, vivre des expériences, rencontrer des experts dans son milieu, échanger sur des problématiques et grandir en fait avec la communauté. Donc en fait, encore une fois, c'est ce que tu leur apportes qui compte. Et en expérience de monétisation, alors moi j'ai pas vécu cette phase, mais chez Spendesk, il y a 6 mois, ils ont lancé une nouvelle cohorte payante.
doit être, si je dis pas de bêtises, dans les 700 € l'année, bien évidemment remboursable par la boîte. Et comme tu le disais, je pense qu'aux États-Unis, t'as tellement l'habitude de expense des trucs un peu chers qu'en fait, personne se pose la question quand tu rejoins une communauté pro, tu sais que c'est ta boîte qui va payer. Je pense qu'en France, c'est un peu plus difficile de débloquer ce budget ou même de dire est-ce que ça vaut suffisamment le coup pour que je paye. Honnêtement, je pense qu'il y a aucune boîte aujourd'hui qui fait ça naturellement. Faut aller convaincre de dire paye-moi un membership de 500 ou 1000 balles, même si on parle de pas de fric. Enfin, genre 1000 balles à l'année pour une boîte, c'est rien. Mais je veux dire, je pense que dans la culture, oui, c'est bizarre. C'est un peu plus compliqué. Après, tu dis que vu que c'est le mec chez Spendesk, c'est le mec qui est en direction des finances, peut-être qu'il se dit, bon, allez, ça passe, c'est moi-même qui approuve mon budget. J'en sais rien. C'est intéressant de On ira leur poser la question. Exactement. Je trouve que c'est intéressant de se dire qu'au bout de 7 ans, ils se sont dit, on a fait un cycle. Et là, il y a peut-être, soit ils se disent, en fait, pour apporter plus de valeur à certains membres, il faut qu'on ait plus de moyens, ou il faut que ça soit une nouvelle source de revenus et du coup on change, ou est-ce que c'était une manière de renouveler l'offre? Je sais pas exactement pourquoi la décision s'est prise, mais je trouve que c'est un play qui est intéressant et pas forcément déconnant. Et par rapport à Exab, en fait, nous on prend de l'equity quand tu montes ta boîte avec nous, donc si tu veux la communauté en fait partie, c'est le prix à payer quoi. Oui, mais tu pourrais très bien demain te dire il y a un truc on top qui vient, pourquoi pas, tu vois, de se dire en fait le format de base c'est l'equity, mais il y a un truc on top plus premium, plus poussé, plus personnalisé, plus Nous, ça fait vraiment partie de notre proposition de valeur et c'est quelque chose qu'on mettait pas trop en avant il y a quelques années, mais maintenant qu'on met vraiment en avant. C'est un des 5 piliers qu'on offre aux entrepreneurs et notamment avec le fait qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets plus facile de monter une boîte et en même temps plus compliqué qu'il y a 15 ans. Ce côté vraiment réseau qu'on propose et accès est hyper important et très très valorisé. Donc, c'est vraiment au centre de ce qu'on dit. J'imagine pas trop leur dire je te fais une intro, bam, 5 balles, tu vois. Ça dépend. Si l'intro leur en ramène 10 000, on peut dire. Non, quand même. Ça fait vraiment justement de la valeur perçue. Et nous, par rapport à ce que tu disais, tout ce qui est KPIs et tracking, nous, on envoie un NPS tous les trimestres, un NPS d'offboarding où on leur demande de noter un peu tous les piliers de l'accompagnement. Donc, accompagnement com, accompagnement recrutement, accompagnement produit GTM et notamment communauté. Et on va leur poser 2 questions. À quel point tu penses que cette fonction, donc tu remplaces par tout ce que je viens de dire, donc et à quel point tu penses que la communauté est importante pour le succès de ta boîte et à quel point tu es satisfait de l'accompagnement. Et c'est hyper intéressant de voir les deux et notamment l'importance de la communauté parce que tu vois que tu as certains entrepreneurs qui le valorisent vachement. Et qui sont plus ou moins satisfaits, et tu as des entrepreneurs qui ne valorisent pas forcément, en tout cas à cette étape, parce qu'ils sont tellement focalisés business et faire décoller la boîte en un an que c'est plus compliqué de les engager. Ouais, je comprends. Mais ce sujet de monétisation, moi je le trouve important. Nous, à l'échelle de Futur Proche, ce qui m'intéresse et ce sur quoi je m'interroge aussi beaucoup, c'est que je trouve que ça vient aussi valoriser l'existence de ce qu'on fait et de le tourner en fait pas comme un truc qu'on dépense, mais comme une forme de soutien en fait finalement à une initiative. Alors, la particularité qu'on a avec ce type de communauté, nous, c'est qu'on n'a pas de business model par définition, donc c'est pas accolé à une boîte. Donc évidemment que c'est plus stratégique entre guillemets, mais en fait je le définis un peu comme ça, à la hauteur de ce qu'a pu faire un Wikipédia à une époque quand ils ont en fait eu besoin d'aller débloquer en fait ces principes de financement en fait à travers leurs utilisateurs, qui était je trouve un truc hyper smart parce que c'était très nouveau à l'époque. Enfin on parle de ça il y a 20 ans, mais quand ils l'ont fait en fait c'était hyper nouveau et finalement tu viens encourager le soutien d'un truc qui t'est utile au quotidien. Bah en fait pourquoi pas filer 5 balles quand t'es Wikipédia. Why not? Et honnêtement, je trouve que ça se défend. Et en fait, c'est un truc dont j'ai pas mal discuté là ces derniers temps. Et je vois qu'il y a des gens chez qui ça résonne. Et il y a des gens qui sont bloqués par ce truc-là. Mais encore une fois, je pense que c'est assez culturel en France de se dire qu'en fait, d'aller payer quelque chose, ça change le rapport à la chose en question. Et ça, c'est un truc qui est assez, sur lequel je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Ça fait pas mal penser au crowdfunding où en fait, t'as pas mal de marques qui se lancent et qui font un crowdfunding juste pour engager des membres qui parfois n'ont pas vraiment autant de besoin d'argent. Enfin, parfois, ils en ont besoin pour soutenir leur lancement de produit, mais parfois même pas. C'est plus pour te dire, en fait, je vais engager des gens sur un produit, je vais leur donner un petit goodies et je vais les tenir au courant. Donc, c'est un peu ce que tu disais.
D'ailleurs, c'était un peu en France en tout cas, ça a été un peu l'ancêtre des démarches de communauté. Le crowdfunding dans les années 2000-2010, c'était des espèces de proto-communautés qui se montaient autour d'un projet. Moi qui ai beaucoup connu le milieu de la musique et de l'industrie musicale, par exemple, dans les années 2000 et début 2010, il y a eu énormément ce moment-là où en fait tous les groupes indépendants allaient faire financer leurs productions, leurs albums, leurs machins à travers ce genre de démarche-là. Et encore aujourd'hui, on le voit beaucoup dans l'univers startup en fait. Les mecs qui font des Crowdcube & Co là, bon. Je sais pas si ça marche vraiment tant que ça au final, mais les vrais succès qui fonctionnent je sais pas s'il y en a tant que ça, mais en tout cas, c'est une démarche qui était un peu une espèce de proto-communauté avec une volonté d'arriver à monétiser quelque chose, mais en amont et de le faire différemment. Après, pour rebondir sur la monétisation, après, je pense que c'est pas tant une question de monétisation en tant que telle, c'est-à-dire c'est plutôt un prix à fixer. Est-ce que, en fait, tu monétises, est-ce que tu payes l'événement? Est-ce que tu payes pour intégrer la communauté? Combien tu payes? C'est comme quand tu vas au resto. Aujourd'hui, quand tu vas dans un resto, un bistrot, tu payes ton addition, t'as un service. Demain, tu vas dans un gastro, t'as un autre service. C'est pas la même chose. Donc, c'est combien tu es prêt à mettre pour rester dans cette communauté-là. Et pour avoir un certain niveau d'événements, de personnes que tu rencontres, c'est-à-dire que tu vas au Galion, c'est pas le même tarif que d'autres communautés. Enfin, ouais, c'est sûr. Mais en fait, ce sujet, t'as raison. La vraie différence que je vois, c'est que dans le cadre du restaurant, t'as un marché qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, ta salade à 15 balles et ta salade à 45 balles, tu sais que t'es pas exactement dans le même marché. Parce que tu as des références autour de toi qui t'obligent à choisir. Tu choisis du coup la qualité de ce que tu proposes, la qualité du service, la qualité de l'endroit, la qualité de la cuisine, et puis le nom, tu marketes éventuellement les échelons. Marketing. Dans le cas d'une communauté, je trouve que c'est plus compliqué parce que c'est plus récent et qu'il y a peut-être un peu moins de repères aussi. Et ce que disait Faustine tout à l'heure, et je l'ai vu aussi, ça me fait penser un peu à ce que vous faites au wagon, mais via une startup qui vend de la formation, enfin des masterclass plutôt online, qui avait voulu beaucoup bosser en Europe et qui n'arrivait pas à débloquer le marché de l'investissement de quelques milliers d'euros pour avoir accès à ce truc-là. Ils sont partis aux États-Unis et évidemment le truc va beaucoup mieux fonctionner parce que le rapport à l'investissement sur ce type de truc est pas du tout le même que ce qu'on a nous ici, où c'est pas une histoire d'avoir des oursins dans les poches, mais c'est plutôt l'endroit où on place l'argent et pour quelle raison. C'est ça. Et je trouve que dans la communauté, en tout cas dans les communautés de manière générale, j'exclus peut-être les grosses communautés qui cartonnent mais qui ont monté un truc tellement high level, type le Galion ou type le Chinese Business Club, ou en fait des espèces de clubs finalement qui sont tellement importants dans leur écosystème que oui, le Chinese Business Club, tu payes 10 000 balles à l'année pour participer à certains dîners, mais parce que tu sais que t'as les boss du CAC et puis des gros leaders d'opinion divers et variés, et que ça va profiter à ton business ou whatever quoi. Donc du coup, effectivement, là la question se pose un petit peu moins. Et dans le cas du Galion, ils ont construit un truc qui est tellement structuré et presque institutionnalisé qu'en fait, moi j'ai été dans une startup où j'ai été membre du Galion, mais pour les marketeurs en fait, parce que j'étais pas dans les boss quoi, j'étais le peuple à côté. Mais typiquement, tu vois quand même qu'il y a une structure et il y a des fondations et des choses autour qui justifient aussi le fait d'aller investir. Ça crée tout de suite un écosystème de connexion de réseau qui est assez puissant quoi. Donc quand t'as ce truc là, voilà, mais il faut y arriver. Jusque là, c'est compliqué. Et dans les communes B2C, a fortiori, et si Sophie de Maison 1, 2, 3 était là pour en parler, mais elle en avait parlé quand on a fait l'event, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'en fait, déjà t'en as peut-être davantage, et puis c'est compliqué d'aller se démarquer de la marque d'à côté pour justifier l'engagement, quoi. J'avais une question là pour prolonger un peu la discussion, qui était de dire, si vous repartiez de zéro là où vous êtes aujourd'hui, si c'est vous qui remontiez la boîte avec l'idée de mettre la communauté au centre du truc, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous feriez différemment des choses ou dans des timings différents, ou est-ce qu'il y a des trucs que vous intégreriez tout de suite qui ont mis 5 ans à arriver mais qu'en fait vous mettriez au centre aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez? Étant donné que nous, elle a pas été préméditée et qu'elle s'est designée un peu d'elle-même, il y a pas grand-chose à changer, et je changerai pas le fait. Oui, mais est-ce que par exemple tu te dis pas, je le mettrais plutôt dans le business de ce qu'on fait, c'est-à-dire de se dire, tu vois, se dire en fait, le bootcamp, on l'accolerait tout de suite à un réseau, à un collectif, à une communauté, peu importe le nom derrière, tu vois, par exemple. En fait, ça s'est fait naturellement au moment où la communauté s'est montée, puisque c'est ce qui a aussi drainé de la notoriété, etc. Donc, en tout cas, j'ajouterai pas plus de Slack channel ou plus d'animation ou plus de
quoi que ce soit. Je pense que le fait qu'il y ait cette authenticité et puis surtout que le moteur soit la communauté elle-même, c'est ce qui a fait le succès et c'est pas comme si on avait orchestré quelque chose nous-mêmes. Ouais, d'accord. Faustine, toi, il y a des choses où tu te dis on aurait dû le faire un peu différemment ou prendre le sujet par un autre angle ou Je pense que si on l'avait fait plus tôt dans le cadre d'Exas, ce serait intéressant parce qu'aujourd'hui, tu vois, les alumni n'ont pas forcément le réflexe de venir nous voir ou de participer parce qu'on l'a pas construit avec eux quand ils étaient là. Et qu'en fait, aujourd'hui, de les réengager, ça passe plus par du one-one avec des gens qui connaissent chez Exas toujours que par du collectif. Après, on n'avait pas la masse critique, donc c'est un peu plus compliqué, mais je pense que, tu vois, qu'ils comprennent un peu la valeur qu'on peut leur apporter le départ, c'est pas mal, où il y a pas mal de ressources qu'on a développées au fur et à mesure des années, et t'as beau leur pousser aux alumni de temps en temps, tu sais, ils oublient parce qu'ils l'ont pas utilisé au quotidien, ce genre de choses. Ouais, d'accord, ok. Ambre, ouais, il y a des choses là où tu te dis, par exemple, tu vois, Crème Connect, là, tu te dis, tiens, on a monté une espèce de réseau à 2 niveaux. Est-ce que ça, c'est un move smart, tu penses, aujourd'hui, une boîte qui se dirait, tiens, en fait, je vais aller isoler une partie de mes membres, on va dire des VIP, on va les appeler comme ça, mais peu importe le nom, parce que je considère qu'il faut les approcher différemment. Est-ce que ça, par exemple, c'est un truc que tu recommanderais à une boîte demain qui veut s'y mettre, de se dire, tu fais une niche dans la niche, quoi, une niche dans le groupe, parce que ça te permet, tu vois, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que tu t'irais pousser ailleurs? En fait, je dirais que ça dépend de ta cible. Encore une fois, c'est-à-dire que tout dépend de ta cible, les gens à qui tu t'adresses. Quand tu commences à créer une communauté, t'es un peu dans l'énergie, dans l'euphorie du truc. Tu te poses 1000 questions. Tu te dis est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre. Dès que quelqu'un répond, t'es là, waouh, il a répondu, incroyable. Enfin, donc t'es un peu dans l'euphorie, quoi. Je dirais que voilà, si je devais repartir de zéro, ou si je devais recommander à une boîte voilà la manière de monter une communauté, je dirais qu'au démarrage, faut être très structuré en fait. Faut être très structuré parce que là aujourd'hui avec l'expérience, tu sais que ta communauté, elle attend une animation, elle attend des rendez-vous, elle attend, enfin ça dépend lesquels, hein, mais pour moi les deux, voilà, qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc en fait, c'est pas juste mettre des gens dans un canal et attendre que ça discute entre eux, quoi. Il faut vraiment créer quelque chose, avoir un vrai positionnement. Brander aussi l'histoire, raconter quelque chose, ne pas faire ça gratuitement, c'est-à-dire que pas te dire ok, allez je mets tout le monde dans un WhatsApp, tout le monde dans un canal Slack et puis j'attends, je regarde. Non, enfin clairement non, t'as un programme à définir, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, il faut qu'à un moment donné toutes les parties de l'entreprise soient partie prenante de l'animation de cette communauté. Moi, j'aurais dit le contraire. Moi, je pense que justement, c'est au tout début où on peut se permettre d'être un peu pas structuré, de sentir ce qui marche pas, d'avoir une approche beaucoup plus humaine, mais mettre 3 gens dans une salle et se dire oh, on va voir ce qui se passe sans programme. Sachant que de base, je suis très structurée, donc j'ai plutôt l'écueil inverse. Mais je pense que quand ça commence, il faut beaucoup plus être dans une posture un peu de curiosité, d'essai, de mettre des gens dans une salle, tu vois, ça prend pas. Ça veut pas dire que t'es pas impliqué, que tu relances pas et tout. Et je pense que la structuration arrive plutôt dans un deuxième temps, quand tu sens que ça marche et que t'as un peu une base, mais qu'au départ, franchement, moi, les gens qui me disent je veux pas lancer une communauté, je sais pas quoi faire, quel bout faire, je commence à faire un playbook, je leur en fait mec chill, mets 5 personnes dans une salle et tu verras. Et je trouve que c'est un peu plus comme ça que tu vas sentir si ça a marché ou pas. Ouais, t'as raison. Après, je crois quand même, ce que disait Ambre aussi, c'est de se dire qu'il faut avoir les moves d'après. Parce que tu vois, typiquement, nous, c'est comme ça qu'on a lancé Futur Proche. En fait, j'ai posé l'idée, on était 4-5, je leur ai dit, par contre, le seul truc, c'est que je veux qu'il y ait un event dans un mois. Je m'en fous de où et quand et comment. Je veux qu'on ait un event, même si c'est pour être 15. Je m'en fiche parce qu'il faut que tu cherches une ambition, en fait, ou une vision. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'avais besoin que le truc existe tout de suite. Parce que je sentais le moment de se dire où si tu planifies, il se passera jamais rien parce que plus t'attends, plus t'as peur d'avancer et moins ça se passe. Donc, tu vois, typiquement les trucs là. Mais par contre, ce que j'avais fait au préalable, c'était quand même d'écrire des choses, de me dire, c'est quoi dans 2 ans, où est-ce qu'on veut être? Alors évidemment, on n'est pas du tout là où j'étais, mais on a fait des trucs beaucoup plus certes d'un côté et beaucoup moins de l'autre aussi, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, ce que je veux dire, c'est de trouver cet entre-deux là. Et justement, sur ce sujet-là,
Anne, selon toi, quelqu'un là qui, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui est leader marketing dans sa boîte, son boss lui dit ah tiens pourquoi pas une commu, ouais sympa. Il a ses clients, ça tourne, il y a un beau NPS, bon tu vois voilà, mais il sent qu'il y a un vivier qui saisit pas complètement. Pour toi, par où il commence, où elle commence? C'est quoi les moves là, tu vois, qu'il faut faire? Ben, si je prends un peu le modèle qu'on a eu, nous, ce qui était vraiment une force, c'était qu'on était sur le terrain tout le temps et qu'il y avait ce mélange avec les personnes à qui on s'adresse. Donc c'est vraiment, en fait, plutôt que de vouloir diriger, c'est écouter. Arrêter de vouloir animer, commencer par écouter. Et moi, en tant que marketeur aujourd'hui, et pour revenir sur ta question de tout à l'heure, peut-être que ce qu'on aurait pu, parce qu'on peut toujours plus le faire, c'est mettre en exergue le parcours de nos alumni. Parce qu'en fait, ces success stories, qui sont des success stories ultra diverses et qui parlent en fait à tous, parce qu'on a autant des freelances que des entrepreneurs, que des personnes qui changent complètement de trajectoire, que d'autres qui veulent juste augmenter et être plus performants dans leur travail actuel en restant à leur job actuel. Donc en fait, écoutez, c'est vraiment... et il y a plein de moyens de le faire après, mais je pense que plus c'est direct et plus c'est efficace. Et nous, c'est ce qui a fait aussi la force au début, puisque nos cofondateurs étaient en lien direct avec les apprenants. Et les soirées favorisent bien sûr ça. Donc tu parles d'event, évidemment, je pense que c'est dans l'ADN from day one du wagon d'avoir des events qui permettent de rassembler les gens. Mais c'est pas l'event orchestré, voilà, dans 3 mois ou non, c'est dans la semaine, au quotidien, ça fait presque partie du programme. Le soir, c'était une bière avec une pizza et on continue soit de parler de la journée, soit de parler de sa vie, puisqu'il y a quand même des moments où on coupe et on connaît la personne. Donc cet aspect vraiment terrain. Est-ce que vous avez déjà rencontré une situation où, parce que une communauté qui est active et qui est engagée, le revers de la médaille, c'est que du coup, elle s'habitue à des modes de fonctionnement, à des choses qui existent. Est-ce que vous avez déjà rencontré des résistances au changement dans l'autre sens? C'est-à-dire, en fait, de se dire, tiens, il faut qu'on fasse bouger un peu des formats, des modèles. Et en fait, vous avez senti, soit parce qu'il n'y avait pas d'adhésion, soit parce qu'on vous l'a dit ouvertement, mais même sur des éléments très opérationnels. Est-ce que c'est des choses que vous avez connues? Ouais. Quand nous, on a... Elle ne veut pas se l'avouer à elle-même, mais ouais. Si, non, mais complètement. Quand chez Spendesk, on a voulu internationaliser la communauté et merge la communauté française et la communauté européenne qui était anglo en une seule communauté, et ça voulait dire notamment un seul groupe Slack. On a bien évidemment pris en compte les avis des uns et des autres. Et je pense qu'il y en a certains qui se sont dit en fait on va se diluer, on va être beaucoup plus nombreux. Ils voyaient la valeur, mais le côté vraiment appartenance un peu cocon, ils le perdaient un peu. Et je pense qu'on en a perdu certains à ce moment-là, ouais. On était hyper conscients qu'on pouvait en perdre. C'était un choix business très important et on l'a quand même fait. Donc on avait quand même plus d'emoji oui que d'emoji non. Ouais, mais t'as senti quand même que c'était un des rares moments où il y a eu cette friction, quoi. Ouais. Et au final, c'était un bon move avec le recul, même si t'es plus dans le... Au recul, c'était un bon move. C'était un move un peu risqué. On l'a fait un peu... J'étais pas du tout confiante. Je savais qu'il fallait le faire, mais je me suis dit, waouh, c'est chaud, on va tuer notre asset qui marche très bien et on sait même pas si on va être à même de relancer l'autre. C'était un bon move, mais c'était un move risqué, ouais. Ambre, vous avez connu un peu là des évolutions comme ça, ou des changements, ou des virages? En 10 ans, on en a connu plein. Après, la force d'une communauté, c'est aussi de se dire qu'ils grandissent avec Crème de la Crème. Donc forcément, qui ont les prémices des nouvelles stacks techno, du BO qui va changer, des informations qui vont évoluer, enfin tout. En fait, ils grandissent avec nous, ils grandissent avec la marque et c'est ce qui fait aussi notre force. Et puis sur Crème Connect, bon, c'est un peu tôt. Oui. Enfin, la communauté, elle a que 1 an, même si je suis très fière, parce que voilà, 1 an c'est pas rien et justement, hein, la première année, elle est un peu décisive. Moi, je regrette pas du tout les tâtonnements du début, voilà, qui pour moi font clairement pas partie du processus de création. Mais Crème Connect, non, c'est trop tôt. Crème de la Crème, oui, on en a connu. Bon, après, c'est la vie d'une boîte. Enfin, c'est relié à Crème de la Crème, donc j'ai pas d'exemple en tant que tel. Ça fait que 2 ans que je suis dans la boîte, donc là, pour l'instant, j'en ai pas. Mais j'imagine qu'en 10 ans, oui, il y a plein de choses qui ont
qui ont évolué. Eh ben super, merci toutes les trois, merci Faustine, Ambre, Anne, super échange qu'on pourrait prolonger encore d'ailleurs peut-être, il y aura une suite probablement, vu que c'est un sujet qui est quand même central. Bon, ce que je retiens quand même à titre perso là dans tout ce qu'on s'est dit, c'est que une commu qui marche, c'est pas juste un canal ou une brique de plus dans ta stratégie marketing, hein, ça peut devenir un élément central et voire même pour que ça fonctionne, il faut que ça le devienne dans un certain sens un élément central qui peut même finir par transformer un petit peu la manière dont ta boîte fonctionne, ton produit, voire ton acquisition, ton orga, ta strat peut-être même de boîte, mais surtout à condition de pas traiter ça comme juste une base CRM déguisée de plus. C'était Futur Proche le podcast, dispo partout en audio, sur YouTube en vidéo si vous voulez voir nos têtes quand on discute, c'est toujours pas mal aussi, ça, je trouve que ça amène une saveur différente. Merci toutes les trois, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous sur ce sujet-là et rendez-vous au prochain épisode et n'oubliez pas, d'ici là, le futur proche, il est déjà là et surtout le futur proche du marketing, il est déjà là autour de nous. À bientôt. Beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.